Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S404 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 17 mars 2022. Cet épisode vous est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Jean-Michel Lenoir pour parler de la photographie de paysage en hiver. Alors en guise de préambule, on vous propose d'écouter le témoignage d'un autre photographe, le fondateur de l'agence de voyage Photographes du Monde, qui lui aussi est fasciné par la nature, les grands espaces et les décors hivernaux. Il s'agit bien entendu de Vincent Frances. Nous lui avons simplement demandé qu'est-ce qui, selon lui, fait qu'une photographie de paysage est réussie. On l'écoute. Une photo de paysage réussie est une photo que les autres vont avoir envie de faire. C'est-à-dire que, et évidemment, être l'un des premiers à réaliser cette image, en tout cas avoir telle approche de cette image. Vous voyez, une approche personnelle d'un endroit. On pourrait imaginer un endroit extrêmement visité, extrêmement photographié. Une image réussie de cet endroit, ça sera pas la même photo que les autres. Ça sera une photo personnel que les autres vont vouloir copier, un style personnel que les autres vont vouloir copier, un rendu personnel que les autres vont vouloir copier. Je pense que c'est une bonne manière de se dire qu'une photo de paysage est réussie, c'est d'abord quand elle est personnelle et quand elle inspire les autres. La difficulté avec la photo de paysage, c'est que les lieux sont accessibles. Donc, on peut tous faire à peu près la même photo et on peut tous aller un peu sur le même spot. Et je pense que c'est un piège en photo de paysage de penser que une photo est reliée uniquement à un lieu, à un spot, on va dire. Ce serait une erreur créative, on va dire, de penser et de faire des photos uniquement en fonction de ça. Voilà, une photo réussie, après, d'un point de vue économique, c'est une photo qui se vend. On pourrait imaginer ça aussi. Une photo réussie, enfin, il y a plusieurs aspects qui peuvent définir une photo réussie. Mais je pense que la principale caractéristique de cette photo-là, c'est une photo qui est personnelle, singulière, et qui est une réponse au dialogue intérieur qu'on entretient chacun avec si vous voulez, son cheminement artistique. Et c'est donc un aboutissement de ça. Et si votre aboutissement, c'est la même photo que le voisin, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez loin, vous voyez, dans votre recherche artistique, dans votre intention photographique. Alors que si c'est une photo qui, à l'inverse, est très singulière, unique, ce qui est le cas des photos de Jean-Michel, eh bien, c'est une photo qui va inspirer les autres. Jean-Michel, je me tourne vers toi. Je te pose la même question. Qu'est-ce qui fait que quand tu fais des images, des photographies de paysages, tu te dis « Ah, celle-là, elle est vraiment réussie ». Alors, pour répondre à la question, je vais rebondir sur ce que disait Vincent France, sur la singularité. C'est vrai que l'accès à des paysages est de plus en plus facilité par les moyens de transport, les moyens de communication, de recherche documentaire, Google Maps, donc les réseaux sociaux, les drones. Les drones. Donc, et puis d'un autre côté, on va dire que pratiquement tout a déjà été photographié en termes de sujet. C'est très difficile de trouver un sujet nouveau, parce que surtout sur un paysage qui est quelque chose de quasi immuable. Et ce qui va faire justement la singularité d'une photo, c'est d'abord la sensibilité qu'on va y mettre. Donc la sensibilité, on va toucher à l'intimité. Donc, et ça, c'est un cheminement personnel en fonction de son vécu, de son histoire. Moi, si j'aime photographier les arbres dans la neige, ça vient pas de nulle part. C'est pas en détour d'un chemin où je me suis dit tiens, cet arbre il est beau. C'est parce que j'ai mon père qui était anciennement menuisier ébéniste, qui a eu toujours cette sensibilité-là, qui m'a éduqué le regard justement sur les arbres, sur le sens du beau, sur l'esthétique de la nature. Et puis, donc du coup, cette singularité-là, elle va pouvoir avancer et on va pouvoir aller plus loin dans son intention photographique à partir du moment où on arrivera à faire le lien entre le sujet et la manière dont on va restituer ce sujet. Et à quel moment, toi, tu sais qu'elle est bonne, l'image ? Qu'elle est réussie, finalement ? Alors, je suis jamais sûr qu'une image, elle est réussie, parce que ça dépend quelle est la vocation de l'image. Si c'est une image, avant tout, pour moi, une image personnelle,
que je vais pas forcément vouloir montrer ou que je vais vouloir garder pour un projet qui est en attente. Par contre, effectivement, le regard des autres peut être intéressant. Alors, le regard des autres, c'est pas forcément les réseaux sociaux, parce que ça, je y mettrai un gros bémol. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, une belle image, c'est quelque chose qui va dans le sens de ma sensibilité et sur lequel je vais me dire, là, cette image-là, je la trouve plutôt aboutie. Elle converge vers ce que j'aime faire. Elle dégage cette émotion à laquelle je suis si sensible. Et ça, c'est un sentiment que tu as quand tu arrives sur un lieu où tu te dis, là, je sais que je vais réussir à faire une belle image. C'est une sensation que tu as une fois que tu as déclenché, où tu as vu rapidement un preview sur l'écran de ton appareil, tu dis, ça, c'est une super image. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu découvres après coup, au moment du dérushage, de l'editing et de la post-production? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Tout d'abord, et de plus en plus, j'essaye de penser mon image avant de la faire. Donc, ça, c'est valable pour les endroits que je connais bien. C'est vrai, quand on découvre un endroit nouveau, là, je rejoindrai un petit peu l'approche de Martine Franck qui dit que voilà, on photographie les paysages par envie, par besoin. Et elle dit une chose qui, pour moi, a été capitale dans ma démarche, c'est il faut s'imprégner du lieu, observer. C'est presque une méditation visuelle. Oui, il faut créer une interaction avec le sujet, ne jamais commencer par mettre l'œil dans le viseur parce qu'on passe à côté de beaucoup d'opportunités. Donc, je reviens un petit peu à la démarche initiale. On va essayer beaucoup d'observation et d'imprégnation du sujet et c'est un cheminement. C'est ce cheminement d'essayer de trouver les éléments forts. Mais le sujet, pour moi, n'est qu'un prétexte. Que ce soit un arbre ou autre chose, une ligne de lumière, puisque je fais sur des choses de plus en plus épurées. Et pour ça, les Anglais ont une expression qui est intraduisible, c'est less is more. Et c'est pour moi le fondement même de la photo minimaliste. C'est moins il y en a, plus c'est fort. Mais moins il y en a, plus il faut être exigeant à la prise de vue. Donc ça, on va dire, c'est sur l'intention initiale quand j'ai envie quand je connais bien les lieux, si je vois que les conditions, c'est une somme d'ingrédients la réussite d'une image. C'est pas que la lumière, c'est pas que le sujet. Mais ça va être l'osmose, ça va être la résultante de tout ça, la manière dont on va prendre une distance par rapport au sujet, de ne pas vouloir trop s'approcher. Et un arbre isolé dans un paysage, il y a 1000 manières de l'aborder. Mais surtout pas, pour moi, le premier réflexe, c'est pas forcément de m'approcher de l'arbre, mais c'est d'essayer de voir un petit peu, d'analyser comment la lumière, l'incidence de la lumière. Je travaille très rarement avec des lumières directes, et c'est pour ça que j'aime pas forcément le ciel bleu, parce que ça donne des ambiances très, très dures avec une lumière directe. Donc, je travaille souvent, et la base de tout, et c'est pour ça que mon dernier projet s'appelle Éléments, c'est la manière dont les conditions météorologiques ont une incidence sur les ambiances paysagères. Est-ce qu'on va revenir après plus en détail, un peu plus tard, sur la manière dont tu opères sur le terrain? Mais là, tu cites ton livre Éléments, tu as parlé de Martine Franck. Dans ce livre, Éléments, qui est ton dernier ouvrage que tu viens de publier après une campagne de financement participatif à succès, il y a une citation de l'ex-compagne de Henri Cartier-Bresson et membre de l'agence Magnum, qui dit « La photographie de paysage est tout sauf un instantané ». Donc, est-ce que tu peux nous présenter? Je te pitch sur Éléments. Oui, tout à fait. C'est une citation que j'ai trouvée tardivement dans le livre. Mais pour moi, ça a été tellement important de la découverte du travail de Martine Franck dans l'abord de la photo de paysage. La photographie est tout sauf un instantané, et oui, parce qu'une photographie, elle, si on peut, elle doit se penser auparavant. Et évidemment, c'est un instant T, la photographie. C'est valable en paysage aussi. Mais ça demande un cheminement intérieur important. Et plus on va être dans la préparation et on va dire plus on va être capable d'exprimer sa sensibilité en image, plus ça va demander de la préparation en amont. Et c'est ça qui est un peu une des clés de réussite. C'est entre on va dire l'émotion de départ, quand on voit quelque chose, quand l'œil perçoit quelque chose qui attire le regard et qui va toucher notre sensibilité, et puis la manière dont on va se comporter, c'est la somme des comportements sur le terrain qui vont faire qu'on va arriver à restituer cette émotion-là. Et c'est ce qui est le plus difficile, ce cheminement entre l'émotion initiale et la restitution.
Alors si on reste un peu dans le registre des citations, je te cite, tu dis que tu as une approche résolument minimaliste et suggestive. Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est ça Alors, la définition de l'assise mort, en fait. c'est complètement ça. Et on va dire, mon interprétation de cette approche-là, c'est effectivement, je suis dans une démarche où j'aime suggérer les choses. Donc, j'ai pas besoin d'en montrer beaucoup. Je peux laisser parler l'imaginaire. Et voilà, à travers de mes images, j'essaie d'abord de faire des images qui me font du bien, donc des images apaisantes, de retrouver un peu de sérénité. Et je crois qu'on en a tous besoin. C'est On va pas dire c'est une thérapie, mais en tout cas, j'aime les images où il se dégage quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement apaisant. Ce qui m'empêche pas de faire des images avec des ambiances plus ténébreuses, plus dramatiques. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de mettre en lumière justement l'opposition entre un côté poétique d'un paysage et son côté aussi beaucoup plus dramatique. Mais oui, effectivement, ce que j'aime dans cette approche de suggestion, c'est que l'imaginaire, chacun peut voir, découvrir des choses différentes. On n'est pas dans l'univers figuratif, qui est un autre univers que j'aborde également, mais je trouve plus de satisfaction personnelle à avoir une démarche où on laisse on va dire, son imagination découvrir les choses. Même si tu orientes un petit peu, puisqu'il y a quand même des thématiques dans les bouquins. Si tu les ordonnes par thématique, tu Oui. travailles par éléments, justement. Oui, en fait, il y a dans un projet, que ce soit Evanescence ou Éléments, j'ai découpé en plusieurs parties parce que j'aurais pensé que ça aurait été un peu monologue, un petit peu monotone, pardon, d'avoir un long sujet, enfin, une centaine d'images de même type. Je préfère, entre guillemets, orienter par des univers, des déclinaisons du sujet principal. C'est un conseil qu'on pourrait donner, ça, à des gens qui veulent s'essayer à la Je ne photo sais pas, naturelle. mais j'ai trouvé l'exercice d'un beau livre difficile de pouvoir raconter un récit à travers une succession d'images sans lasser le lecteur. Donc c'est pour ça que je suis... Et ça, c'était aussi un travail de concert avec le premier éditeur. C'était de dire, non, on va découper en plusieurs univers de manière à rester plus cohérent dans chaque sélection d'images, dans chaque série d'images. Puisqu'en fait, si on prend Éléments ou si on prend Évanescence, à chaque fois, Évanescence qui est, on va dire, qui est le reflet des différents états de l'eau, donc ça peut être la mer, ça peut être la brume, ça peut être la glace, et c'était bien d'orienter pour que le texte aussi qui accompagne, même si c'est un texte assez succinct, puisse être vraiment en totale cohérence avec les images. On va parler un peu météo, hein, maintenant. Qu'est-ce que la saison hivernale, finalement, apporte de plus dans tes photographies de paysages? T'aurais pu aimer profiter des chaleurs des tropiques. Non, tu t'es un peu spécialisé dans tout ce qui était froid et hiver. Alors, froid peut-être, l'hiver, oui, mais il n'y a pas que l'hiver. Les brumes d'automne sont absolument extraordinaires On reste aussi. dans le froid, là. Mais c'est vrai que des fois on me dit mais pourquoi tu fais pas des photos de la mer avec du soleil? Et je dis bah non, mais moi là où je vais il y a pas trop de cocotiers. Cette attirance pour les pays nordiques, je pense que c'est le dépouillement visuel des choses, et la saison hivernale est particulièrement propice à ça. Donc j'étais encore la semaine dernière en Norvège, et effectivement quand il y a des épisodes de neige, mais j'ai l'impression de retourner en enfance, et j'ai gardé entre guillemets cette fraîcheur là de pas être blasé, et de toujours avoir un côté, enfin de vivre un rêve éveillé quand il neige, parce que il y a un côté extrêmement féerique, hein, et le paysage il vit au rythme de la neige qui s'accumule, de l'effet du vent qui tourbillonne dans la neige, qui crée des ambiances vraiment très particulières. Alors Jean-Michel, toi tu voyages du coup énormément à travers le monde à la recherche des plus beaux sites naturels et donc fortiori des plus beaux paysages. Tu organises aussi des voyages photos avec l'agence Photographe du Monde, fondée par Vincent France dont on a parlé tout à l'heure, et que nous avons sollicité de nouveau pour qu'il nous donne sa sélection des plus beaux spots, des meilleurs spots pour aller réaliser de magnifiques paysages hivernaux. On l'écoute. On aime nous dire en voyage que c'est pas un lieu en particulier qui fait une photo. C'est évidemment la sensibilité du photographe
qui va permettre d'aller chercher un certain type d'image. En revanche, il y a quand même des terrains favorables à réaliser des photographies plus minimalistes, ou en tout cas qui représentent l'hiver au sens large. Et l'hiver au sens large, ça peut être évidemment le blanc, la glace, les aurores boréales. C'est évidemment des choses qui se passent au-dessus du cercle arctique, en Europe en tout cas. On peut aller aussi évidemment en Alaska et dans le nord du Canada. C'est aussi des territoires qui permettent de faire ça. Mais plus proche de chez nous, la Suède, le nord de la Suède, la Finlande, tout ce qui est Laponie, la Norvège, les Lofoten, Senja, l'île de Senja, c'est exceptionnel. C'est pas très connu, c'est un peu moins connu, et c'est vrai que c'est des endroits où il y a non seulement on est tranquille, mais en plus il y a des belles ambiances. Mais pas uniquement, on va dire, dans des destinations aussi lointaines. Hein. À côté de chez nous, on a l'Aubrac en hiver qui est exceptionnel, qui permet aussi de réaliser ce type de photos. Alors il faut évidemment des conditions particulières d'enneigement, de froid, de vent pour avoir ce type d'ambiance. Il faut y aller donc à des moments assez particuliers de l'année. Je n'ai pas cité l'Islande, mais ça fait évidemment partie des endroits, on va dire, privilégiés. Quand on arrive dans un endroit, ce qui est important, et notamment dans les voyages avec Jean-Michel, on s'immerge, on prend le temps, on retourne plusieurs fois aux mêmes endroits en fonction des différentes conditions qu'on peut y trouver. Ça peut être très tôt le matin, à l'heure bleue, après le coucher de soleil, il peut y avoir de belles conditions avec des contrastes très équilibrés, par exemple. Évidemment, on y va la nuit s'il y a des aurores. Une photographie est un aboutissement d'une démarche artistique, et une démarche artistique est un lien intérieur enfin en tout cas un dialogue qu'on entretient avec quelque chose qu'on a en soi et qui va être à un moment donné connecté avec un territoire. Donc on essaie de varier les lieux de prise de vue, mais avec un fil conducteur qui est l'apprentissage de la photo et son expression personnelle dans une démarche photographique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que Jean-Michel fait particulièrement bien. Jean-Michel, est-ce qu'il y a des endroits où tu rêves d'aller, où tu n'es pas encore allé? Et est-ce qu'on peut encore trouver des terres inexplorées pour faire de la photo de paysage? Alors, des terres inexplorées, je pense pas. Mais encore une fois, et je suis de plus en plus convaincu qu'en fait, c'est pas le lieu qui compte, c'est la manière dont on va aborder le lieu et le sujet. Je sais que moi, mes premières images, vraiment dans le registre minimaliste que j'ai faites, elles ont été faites dans les Pyrénées. C'était une photo d'Isa qui est toute seule, qui est tout petit, volontairement tout petit sur sa ligne blanche. Et ça a été un vrai révélateur pour moi. Et ça m'a renvoyé à la culture des grands photographes de nature américains des années 80. C'était Jim Brandenburg, Art Wolf, Galen Rowell. Ces gens-là qui ont un peu disparu des radars, et pour cause. Galen Rowell est mort en hélicoptère, je crois. Mais Art Wolf est et Jim Brandenburg sont encore très actifs. Mais c'est encore une fois, ouais, c'est pas forcément le lieu, c'est l'ambiance, et ça, c'est les conditions météorologiques, donc c'est les conditions climatiques. C'est vrai que les pays nordiques, quand on aime les ambiances hivernales, sont particulièrement propice à trouver ces ambiances minimalistes, mais il n'y a pas que ça. Alors pour revenir à la question, est-ce qu'il y a des endroits où j'aimerais encore aller? Oui, je suis jamais allé au Japon, mais même si c'est un endroit, le nord du Japon est extrêmement connu et convoité des photographes. Il y a eu Michael Kena qui fait un énorme travail là-bas, mais si j'y vais, je ne vais pas faire du Michael Kena. Je vais essayer de rester dans mon univers qui est proche du sien, mais avec un traitement différent. C'est pareil, j'irai bien en Patagonie parce qu'il y a des ambiances extrêmement fortes, mais toujours avec l'esprit d'en faire une interprétation personnelle. Et est-ce qu'on peut parvenir à une interprétation personnelle en voyageant en groupe, en organisant des sessions comme ça photo? Est-ce que tu en profites pour faire des repérages aussi? Est-ce que tu modifies ta manière de travailler? Alors, modifier ma manière de travailler, pas forcément, parce que les gens qui me connaissent bien, ils savent que quand ils sont avec moi, ils vont voir et photographier des choses qu'ils ne feraient pas tout seuls.
Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où la gestion d'un groupe fait que, en fait, le rythme, en fonction de l'état de fatigue des gens, moi, des fois, j'ai envie d'accélérer et en fait, il faut freiner un peu. Mais des fois, en accélérant, on suscite un intérêt, un regain d'intérêt des photovoyageurs et ça arrive fréquemment. Et en fait, on va dire, il y a une chose qui est très importante, c'est je me suis rendu compte que quand j'accompagnais des workshops, des voyages photos, c'est que si je ne faisais pas de photos, les gens pensaient que c'est parce que ça ne valait pas le coup. Donc du coup, même si le sujet est pour moi moins proche de mon univers, celui que je préfère, eh ben je m'efforce de toujours sortir le boîtier et de montrer des exemples parce que les gens sont là pour en profiter et c'est vrai qu'il y a, on va dire, l'accompagnateur a un rôle d'animation sur le terrain qui est extrêmement fort. Et quand tu travailles pour tes propres projets, comment ça se passe? Tu pars en mission sac à dos tente pendant plusieurs jours pour t'éloigner au maximum de la civilisation et trouver des choses les moins vues possibles, ou est-ce que tu fais des allers-retours avec un hôtel ou je sais pas quoi sur une journée? Comment ça se passe? Alors j'ai les premiers départs pour des photographies vraiment personnelles, c'était comme ça, c'était un peu partir en autonomie plusieurs jours en montagne. Et puis au fil du temps, après, c'est aussi une question d'opportunité, de thématique photographique. J'ai pas forcément besoin de partir en autonomie complète pendant des jours au fin fond de la Norvège ou de la Finlande. Mes sujets étant extrêmement simples, j'ai pas besoin d'une autonomie forte. Donc du coup, oui, je suis dans une démarche plus confortable. Donc je vais partir voilà quelques jours avec si je pars voilà par exemple une semaine en Écosse ou quand je fais des repérages pour des voyages futurs, du coup effectivement en étant seul, j'ai mon propre rythme, je vais à l'essentiel, je suis beaucoup plus rapide, beaucoup plus voilà, il y a beaucoup plus d'efficacité sur le terrain, mais ça veut pas dire que je vais forcément sortir de plus belles images. Encore une fois, alors la réussite d'une image, elle est liée, on va dire, au contexte, mais elle est liée aussi à la préparation qu'on en fait, l'anticipation. Je pense que c'est un mot qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est extrêmement important pour moi. C'est en photo de paysage, on est dans une démarche contemplative, hein, mais ça n'empêche pas la réactivité et l'anticipation la conditionne beaucoup de choses. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire l'anticipation appliquée à la photographie de paysage en matière de prise de vue concrète? Passer des heures sur Google Earth? Pas forcément Google Earth, ça aide. Ça m'a permis de trouver des endroits qui étaient peu vus avec Google 2D, 3D, trouver une vallée, trouver un angle en fonction du lever de soleil. Oui, ça peut aider. Mais ce qui est important, et peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est la manière dont on va interpréter la météorologie. Et c'est pas une science exacte. Donc c'est vrai que j'ai une batterie d'applications et il faut savoir interpréter, on va dire et surtout mettre en relation une prévision, donc une prévision locale avec les phénomènes météo locaux, la manière dont, par exemple, si on est dans les fjords dans le nord de l'Europe, c'est vrai que le comportement des nuages va pas être le même sur le trait de côte que par rapport aux montagnes qui sont juste derrière. Donc il faut connaître à minimum les lieux pour savoir un petit peu comment peuvent se former les phénomènes météo. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Parfois, on n'y croit pas parce que le bulletin météo annonce un temps couvert avec un petit peu de pluie. Et puis encore la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé au détour d'un fjord? On sort côté de la mer et il y a une lumière incroyable qui dure pendant 4-5 minutes où le soleil arrive et de face et dans des trouées de lumière inonde le fjord qui devient complètement doré et les nuages sont complètement embrasés. Donc voilà, il faut être capable à la fois d'anticiper et puis de se donner la chance, sortir de sa zone de confort pour ne pas tout résumer à un bulletin météo. Il faut oser. Ça veut dire que tu scrutes plus le ciel que ton écran de téléphone portable, les applis météo? Je regarde les applis plusieurs fois par jour, au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. T'en as 2-3 à conseiller comme ça? Oui, je pourrais en conseiller. Y a... Météo France, non? Alors en Écosse, je sais pas.
Alors pour les pays nordiques, il y a la météorologie norvégienne, donc c'est le site yr.no. Il y a l'application Météo Radar qui fonctionne très bien. On en a une autre, il y a Windy, Météo Blue qui est très bien parce que en fait les données météorologiques elles sont les mêmes pour tout le monde. Il faut juste s'assurer que sur l'application le modèle de données soit correct et soit le modèle Europe, celui qui est le plus adapté. C'est vrai que souvent les gens regardent leur smartphone et disent ah ouais, aujourd'hui il va pleuvoir. Bah non, écoute, on ne doit pas avoir la même météo. Et souvent, c'est les météos issus du modèle américain qui n'ont rien à voir avec, même si c'est une interprétation pour l'Europe. Mais voilà, choisissez bien votre appli météo, ça fait gagner du temps. Mais au bout d'un moment, voilà, quand on a une tendance générale, il faut savoir oser. Il ne faut pas regarder juste un algorithme qui ne sera jamais aussi précis que ce qui va se passer en réalité. Alors moi j'ai une question très concrète parce que je me la suis posée personnellement et je pense que pas mal de monde se la pose. Bon, on arrive sur un site, ok, donc un site naturel, magnifique. Comment on fait pour trouver le meilleur point de vue pour le photographier, ce site? Est-ce qu'il faut essayer de trouver le point de vue le plus haut possible? Est-ce qu'il faut essayer de trouver le point de vue le plus loin possible pour faire rentrer l'intégralité du site dans son image? Est-ce que tu as des petits conseils à donner sur comment trouver le bon point de vue pour faire un paysage? Très très bonne question, parce qu'en fait, on va dire une bonne photo de paysage ne se résume pas à une équation mathématique. On n'est pas du tout là, on est dans l'ordre de la sensibilité, et une photo qui va nous plaire va pas forcément plaire à tout le monde. Et heureusement, sinon on ferait tous la même chose. Et moi, mon parti a toujours été de faire ce que les autres ne faisaient pas. Du coup, pour répondre à cette question, encore une fois, j'aurais tendance à dire et à conseiller ce que je dis à mes photovoyageurs quand on arrive sur un endroit, surtout un endroit qu'ils ne connaissent pas, c'est donner du temps à l'observation pour voir un petit peu dans une scène, même si vous trouvez ça joli, qu'est-ce qui pourrait rentrer, avant même de parler de composition d'image, de voir quel est le sujet fort. Le sujet fort, quels sont les autres éléments complémentaires? Donc, un sujet fort, ça peut être une montagne qui a une forme dans un fjord. Et puis, les éléments complémentaires, ça va être ce qui se passe souvent au premier plan. Ça, c'est si on veut faire une vue au grand angle, avec de la profondeur et un effet de perspective. En complément de ça, il y a une chose qui, pour moi, est au moins aussi importante, c'est qu'est-ce qui peut parasiter l'image? Est-ce qu'il y a un caillou là qui est mal placé? Est-ce qu'il y a un poteau électrique? Est-ce qu'il y a une voiture qui passe sur la route derrière? Qu'est-ce qui nuit à la lecture du paysage? Une fois qu'on a fait ça, en fait, on va raisonner en termes de proportion. Et c'est là qu'on va commencer à sélectionner ce qui va potentiellement pouvoir entrer dans un cadre. Mais une photo de paysage, elle ne se résume pas à l'usage d'un objectif grand angle. Ça peut être aussi, et j'en fais beaucoup, des images faites au téléobjectif pour avoir juste une portion, un détail dans la montagne. Il y a vraiment beaucoup de manières d'aborder la photo de paysage, et on ne peut pas tout résumer à dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est d'abord la lumière, le sujet, la manière dont on va vouloir apporter sa sensibilité. Est-ce qu'on va vouloir être dans une démarche épurée, ou est-ce qu'on va vouloir essayer d'en mettre le plus possible avec un effet de perspective très important, où là, le choix du premier plan va demander beaucoup d'attention. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui aimeraient aller vers une démarche épurée comme la tienne et qui auraient peut-être la peur du vide en photo? Parfois, en paysage, quand on commence, on a tendance à vouloir justement intégrer des éléments forts sur les zones tiers, remplir les premiers plans. Qu'est-ce que tu dirais? C'est vrai quand on utilise des objectifs grand angle, il y a une tendance naturelle à tout faire entrer dans le cadre, et plus il y a de choses, plus ça nuit à la lecture, plus il y a d'éléments parasites. Donc, pour épurer tout ça, je dirais, la notion de vide, le vide n'est pas rien. Voilà, ça c'est mon expression du moment, et j'en discutais encore la semaine dernière avec des voyageurs. Le vide n'est pas rien parce qu'en fait, c'est un sujet, même s'il est tout petit, dans un champ de neige, il va être
tellement présent qu'on verra que ça. Donc, ça sert à rien de le mettre forcément en gros. Donc là, après, c'est une question d'appréhension du sujet. Est-ce que une ligne de crête, une ligne de montagne va être plus forte si je la zoome un peu plus, ou est-ce que un peu moins? Est-ce que je mets du premier plan? Mais encore une fois, le vide peut donner beaucoup de présence au sujet. Tout va dépendre en fait de la manière dont les couleurs, l'ambiance, les contrastes vont venir souligner ce sujet-là. Je reviens on va dire à des images qui datent d'un petit peu, notamment l'image qui avait été utilisée pour la couverture du livre Évanescence, où c'est juste un arbre au creux d'une courbe. Dans la composition. Pourquoi j'ai mis l'arbre au milieu? Parce que en fait, c'est le point de convergence de tout. Donc, il faut à la fois essayer de trouver, on va dire, la bonne proportion, mais aussi braver quelques sacro-saints interdits des règles de composition, à savoir mettre le sujet dans le centre de l'image. Savoir oser, ça fait partie aussi une des composantes importantes quand on veut avoir une vision plus personnelle, plus créative. Alors Jean-Michel, donc tu es ambassadeur Fujifilm et à ce titre, tu travailles naturellement avec le système hybride GFX, moyen format donc, sur certains de tes projets. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le système GFX pour réaliser des paysages et finalement quel usage tu fais de l'ultra haute définition? Je rappelle que certains modèles sont capables de monter jusqu'à 100 millions de pixels. Alors, le système GFX, pour moi, la première motivation que j'ai eue pour utiliser ce matériel-là, ça a été la dynamique du capteur. Donc, la dynamique, la capacité du capteur à restituer, on va dire, les zones de basse lumière et de haute lumière et le rendu global de l'image. Parce que pour moi, la dynamique, c'est une chose, donc la restitution de la lumière, de l'effet de contraste d'une scène. Mais j'y associe, et je ne sais pas si j'ai complètement raison, mais en tout cas, c'est la manière dont je ressens les choses sur le comportement de ce capteur-là, c'est la quantité d'informations au niveau des couleurs. Donc, grosse définition, grosse dynamique, mais aussi énormément de couleurs et de possibilités d'avoir un rendu chromatique qui n'est pas commun. Pour moi, dans mon approche, ce qui compte, c'est pas forcément de révéler 100% de la réalité, parce que la notion de réalité en photographie extérieure, notamment en paysage, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Donc, quand quelqu'un me dit « Ah ouais, mais là, ce que tu nous montres, c'est pas la réalité », mais quelle réalité? À partir du moment où on fait une photo en numérique, ou même en argentique, c'est une interprétation. La notion de perception des couleurs étant en plus quelque chose d'intime, moi, je m'autorise des choses dès la prise de vue, et c'est là où le système GFX a un intérêt pour moi très important, c'est que je peux simuler des rendus de couleurs et de noir qui sont pas ceux d'un espace RVB. Donc du coup, le profil Adobe RVB natif du boîtier, c'est pas celui que j'utilise. J'utilise des profils avec des couleurs différentes qui sont dans mon intention, qui font partie de mon intention. Et ce travail préliminaire me fait gagner beaucoup de temps au traitement, parce que si le rendu du JPEG associé au RAW est entre guillemets ma palette de peintre, ça m'aide à aller jusqu'au bout et à finaliser mon image beaucoup plus facilement au traitement. Et ça veut dire que tu fais confiance au JPEG. On loue souvent la qualité des JPEG Fuji, notamment sur les capteurs X-Trans, pour parler un petit peu technique. Là, c'est des capteurs à matrice de Bayer sur les moyens formats. Est-ce que du coup, tu passes par du RAW ou tu exploites les JPEG? Comment tu gères ta post-prod? Alors, pour répondre à la question, en fait, je vais revenir en fait à l'expérimentation que j'ai eue avec le GFX 100S l'hiver dernier sur le plateau de l'Aubrac, où pendant 15 jours, j'ai eu le 100S entre les mains. Et en fait, je me suis vite rendu compte de manière naïve qu'en fait, je ne pouvais pas dématricer les RAW sur mon ordi, parce que je n'avais pas la dernière version de Lightroom. Et pour cause, en fait, elle n'était pas encore sortie. Et du coup, quand j'ai dû exposer et faire des tirages pour le festival Photobrac, en fait, j'ai utilisé les JPEG. Et je suis allé au labo, j'ai pris le RAW, j'ai pris le JPEG, et j'étais face à une problématique, c'est que j'arrivais pas à retrouver le rendu chromatique, ni le rendu de contraste, l'atténuation des hautes lumières, depuis le fichier RAW, qui depuis avait été dérotisé avec la dernière version de Lightroom.
Et en fait, avec le tireur d'Initial Labo, il a dit, mais ton JPEG, il est parfait. Donc on a tiré, on a fait une image d'1,50 m d'après le JPEG, et c'est juste bluffant. Et à tort, on pense systématiquement que le JPEG est un fichier dégradé, certes, mais quand il est déjà bien optimisé par le boîtier, les aplats de couleurs, les nuances, les dégradés, quand c'est bon, il faut pas hésiter. J'ai été très dubitatif au début, mais quand je vois le rendu finalisé en image, couché sur le papier, quand c'est bon, il faut s'autoriser ça. Alors Jean-Michel, t'es un photographe de terrain, donc la neige, le froid, l'humidité, tout avec un sac à dos. Finalement, on se dit, c'est pas un choix très judicieux, le moyen format, qui est quand même une catégorie d'appareils plus conçu et habitué au confort d'un studio moderne. Alors effectivement, le choix du matériel, surtout quand on passe beaucoup de temps sur le terrain, il est lié à plusieurs choses. L'encombrement, le poids, l'autonomie en batterie. Mais quand je vois le gain que j'ai dans ma démarche sur le rendu d'image, aujourd'hui, j'arrive pas à faire... Dès que j'ai plus mon GFX, je fais pas les mêmes images. C'est devenu un outil qui est tellement naturel, auquel je suis tellement habitué. Alors certes, c'est un boîtier qui est peut-être un petit peu plus gros, parce que j'ai le GFX 50S, donc la première génération. Mais je fais cette concession-là. Aujourd'hui, j'ai plutôt adapté mon sac photo. C'est pas difficile. Là, dedans, en ce moment, il y a un GFX 50S, il y a un 23 mm, donc un équivalent 18, un 32-64, un équivalent 25-50, un 100-200, et j'ai en plus, donc j'avais demandé à Fuji de me prêter un XT4 avec le 200 f2 pour pouvoir faire avec le convertisseur, faire des vues plus lointaines, avec une définition vraiment parfaite. Et en fait, je me rends compte que sur le terrain, j'utilise beaucoup plus le GFX. Donc, c'est quand même un sac à dos qui pèse une dizaine de kilos. Mais j'ai pris un modèle de sac qui est très peu épais, qui permet d'être bien plaqué dans le dos. Et du coup, j'ai beaucoup moins de problèmes pour pouvoir me déplacer longuement, plusieurs heures dans la neige. Tu peux donner une référence pour les geeks que nous sommes? C'est le Wanderer, le Pruc 31 litres, que je trouve vraiment bien parce qu'on peut y mettre autre chose que du matériel photo. J'ai toujours un surpantalon de rechange, des batteries complémentaires. C'est entre guillemets aujourd'hui le meilleur compromis pour des gens qui voyagent, de pouvoir avoir un voyage cabine, un sac photo qui n'est pas trop gros. J'ai pris pour aller en Norvège, au nord de la Norvège, on prend des petits avions à hélice. Au lieu de se voir imposer de faire mettre le sac photo en soute, celui-là, je peux le mettre dans les petits compartiments qui sont tout petits. Et ça, ça permet d'être plus rassuré. Et puis pour revenir au terrain et au poids du matériel, effectivement, j'ai un matériel peut-être un peu plus lourd que des petits, si j'avais uniquement des petits hybrides. Mais par contre, je sais que je cours pas des dizaines de kilomètres par jour, mais j'ai un matériel qui est vraiment en concordance, en accord avec ma discipline. Est-ce que tu prends un trépied dans tout ça, qui peut te permettre d'ailleurs d'aller plus loin, notamment d'utiliser le mode 400 millions de pixels du boîtier? Alors, pour l'instant, j'ai pas eu la possibilité d'utiliser le mode 400 millions de pixels parce que souvent sur les sujets, notamment avec le ciel, quand les nuages bougent, il y a des problèmes d'assemblage. Alors, je pense qu'on viendra un jour à assembler tout ça. Et puis, c'est aussi parce que j'ai pas encore été dans la possibilité, on va dire, dans l'opportunité de faire des images avec une telle résolution. Quand je vois déjà à 100 millions ce qu'on arrive à faire, même à 50 millions de pixels, j'arrive déjà à faire des tirages en 2,50 m pour peu que je fasse un panoramique d'images assemblées. Donc pour l'instant, le 400 millions de pixels, j'en suis pas à habiller des murs de façades d'immeubles. Peut-être qu'un jour, mais en tout cas, même un capteur de plus petit, un capteur APS-C, on arrive à faire des images d'1,50 m avec une qualité, une définition vraiment impeccable. Donc le choix du matériel doit pas se faire nécessairement à tout prix en tout cas, par rapport à la résolution du capteur. C'est toujours important de savoir ce qu'on va faire de l'image avant de décider d'investir sur un capteur 24 millions ou 50 ou 100 millions. Après, il y a d'autres caractéristiques au boîtier que la résolution, mais aujourd'hui, il ne faut pas non plus se tromper de débat.
Alors évidemment, outre le matériel de prise de vue directe en photo de paysage, on est souvent amené à utiliser des accessoires dans certaines conditions et pour obtenir certains types d'effets. Parmi eux, il y a bien entendu les filtres. Nous avons eu la chance de discuter avec Nicolas Leguerne, le responsable technique de Coquin, le célèbre constructeur de filtres français. Il nous explique quels sont les types de filtres qui, selon lui, sont incontournables lorsque l'on fait de la photographie de paysage. On l'écoute. Alors, pour la photo de paysage où on a très souvent une lumière assez délicate à gérer, il y a 3 principaux filtres, incontournables, hein, selon moi. Et le premier, historiquement, hein, c'est le filtre polarisant, linéaire ou circulaire. De toute façon, c'est le même effet optique qui, lui, est utile pour, améliorer les couleurs de paysage. Car en fait, on va atténuer fortement, les reflets sur les surfaces non métalliques comme les étendues d'eau, mais aussi, la végétation et de cette manière, en supprimant la lumière réfléchie par le feuillage, on va récupérer la véritable couleur des feuilles et on augmente donc, la saturation des couleurs. Ce filtre, polarisant a également un effet sur la densité, du bleu du ciel, donc on va de cette manière augmenter le contraste entre ce bleu qui sera assombri et puis des nuages souvent très clairs. Second filtre très classique aussi pour ce type de sujet, le filtre dégradé neutre ou le fameux GND. Donc c'est un filtre qui est densifié sur la moitié de sa surface, entre une densité maximale et une densité minimale, avec un effet de transition plus ou moins rapide. Donc lui est utile pour justement compenser cet écart de luminance et là, en fonction de la densité maximale du filtre, on peut compenser entre 1, 2, 3 et 4 diaphragmes. Une petite variante qui est le dégradé neutre inversé, avec une densité maximale qui se situe au centre du verre. Et là, c'est très utile pour des photos de coucher de soleil, par exemple, où la luminance maximale, elle se situe au centre de l'image. Et dernier filtre également incontournable, hein, pour la photo de paysage, selon moi et selon Coquin, c'est la densité neutre unie ou le fameux filtre ND pour pratiquer la pose longue. Jean-Michel, tu bosses souvent avec des filtres, toi ? Oui, effectivement, moi j'utilise souvent, même très souvent des filtres, plutôt du filtre dégradé. Les fameux GND. Les fameux GND, j'utilise beaucoup le filtre inversé. Je trouve qu'il est particulièrement adapté dès qu'on a des lumières ou des lumières rasantes, ou en tout cas quand on a un plafond de nuages important et que la lumière se situe plutôt dans la zone centrale de l'image. Alors moi, j'aime pas photographier les couchers de soleil, mais j'aime bien les lumières du matin et les lumières du soir. Parfois, on a un plafond de nuages et au milieu de l'image se trouve une énorme zone de haute lumière. Et donc, en fait, avec un système porte-filtre, on peut décaler au bon niveau dans l'image la correction pour améliorer le contraste et avoir un rendu de luminosité qui soit plus satisfaisant. Voilà, moi je fais partie de l'école des photographes argentiques. J'aime que mon image elle soit la plus aboutie possible dès la prise de vue. Et donc c'est pour ça que j'utilise des filtres. Et ça permet de gagner beaucoup de temps au post-traitement. Il y a toujours besoin d'un peu de post-traitement. Mais en tout cas, quand on récupère plusieurs diaphes à la prise de vue, et au niveau du post-traitement, on peut aller plus loin et on peut surtout gagner en efficacité. Alors après, il y a d'autres photographes qui sont pas du tout dans cette école-là, qui font plus du bracketing, qui vont faire de la fusion d'images au post-traitement. Mais ce temps-là, moi, je préfère consacrer ce temps de traitement à la prise de vue et mon plaisir, il est d'être sur le terrain. Est-ce que tu conseilles à des gens qui t'accompagnent sur des voyages photos de prendre des filtres ? Si oui, lesquels en priorité ? Et comment tu les manipules sur le terrain pour faire attention particulièrement au milieu hivernal, sous la neige, s'ils flottent avec les moufles. Comment tu fais ? Alors, les filtres que personnellement j'utilise le plus, donc j'ai cité le dégradé inversé, le fameux reverse. Il y a du GND plus classique. Le polarisant, je l'utilise, mais mais pas du tout de manière systématique. Il faut aussi connaître les effets incidents et intrusifs et irréversibles de l'usage d'un filtre polarisant. Donc, sur les couleurs, tu veux dire ? Sur les couleurs, sur la densité, parce que ça densifie énormément l'image, ça peut boucher des noirs. Donc,
Sur l'eau, effectivement, ça peut estomper les reflets en fonction de l'angle de la lumière, mais parfois le reflet peut donner beaucoup d'intérêt à une image. Donc c'est vrai, quand je fais des photos de vagues, le polarisant permet de retrouver un petit peu, d'estomper un petit peu les franges de lumière qui permettent, enfin qui justement qui nuisent et qui empêchent de voir la couleur de l'eau. Ça, pour moi, c'est un intérêt au niveau du polarisant. Et puis les filtres ND, voilà, pour faire de la pose lente. Alors dans ceux que j'utilise beaucoup, plutôt le ND8. Alors après, il y a des indices de correction plus importants, mais après à chacun de savoir en fonction de ce qu'il a envie de faire sur la pose lente, si c'est des effets très marqués, très lissés, avec des nuages qui filent ou de l'eau extrêmement soyeuse. Il faut trouver, voilà, c'est le filtre qui convient le mieux à ce qu'on aime faire. Et sur la manipulation ? Alors sur la manipulation, quand il fait froid, effectivement, ça peut être un problème. On a travaillé pas mal avec Coquin justement sur l'aboutissement de la dernière version du système porte-filtre, où en fait les filtres sont intercalés, sont pris dans un cadre métallique, un cadre en aluminium, et le système qui accueille ces frames, donc ces cadres, est monté sur des billes sur ressort. Donc en fait, au lieu de glisser le filtre verticalement, on peut le clipser directement. Et ça, l'hiver, c'est pas mal parce que quand on a froid aux mains, ou effectivement quand on a des moufles, le temps de sortir les petites mimines, en fait, on gagne du temps et ça évite de trop refroidir les extrémités des doigts. Surtout quand on touche des éléments métalliques et qu'on serre un matériel, qu'on prend un trépied, effectivement, au bout d'un moment, quand il fait autour de 0, c'est pas un problème, mais quand c'est surtout les effets du vent qui sont extrêmement délicat à gérer. Et quand on commence à avoir très froid au bout des doigts, si on peut gagner du temps sur le terrain, c'est toujours un confort qui est apprécié. Alors, il y a un point aussi important, on n'en l'a pas évoqué, mais voilà, sortir de sa zone de confort, c'est un des éléments extrêmement forts de la photo de paysage, parce qu'on est dans des conditions de prise de vue qui sont souvent difficiles. Le vent, la neige, la pluie. Je crois que surtout quand on utilise des filtres, le plus délicat, c'est la pluie, surtout quand on est face au vent. Donc, il y a un outil génial, mais il faut en avoir plusieurs dans la poche, c'est la chiffonnette. C'est tout simple, mais sans ça, c'est mort. Dis-moi Jean-Michel, la majorité des moyens formats Fujifilm, des GFX, sont équipés d'une stabilisation embarquée sur le capteur. Il y a même certaines optiques qui sont elles-mêmes stabilisées. Est-ce qu'on peut vraiment faire des photos à main levée parfaitement nettes avec un 100 millions de pixels ? Alors à ce niveau-là, j'ai été assez bluffé par le test sur le GFX 100S. J'ai fait une série d'images avec le zoom 100-200, donc qui est l'équivalent d'un 75-150. J'ai réussi à faire des images donc à 150 mm ou 1/10 de seconde net, avec un capteur 100 millions de pixels derrière. Donc c'est quand même une jolie performance. Après, effectivement, le gros intérêt d'avoir un capteur stabilisé, c'est de gagner en autonomie sur le terrain pour pas être systématiquement obligé d'utiliser un trépied pour faire ses prises de vue sur des temps de pause de 1/20, 1/30, 1/100 de seconde. Sur le GFX 50S qui n'est pas stabilisé, je sais qu'avec des focales intermédiaires, si je suis en dessous d'un 125e de seconde, de toute façon, mon image sera floue si je suis à main levée. Donc je sais que par contre, à contrario, avec le 100S, je suis net. Ça, c'est sûr. Donc effectivement, ça permet d'être un petit peu plus libre sur le terrain. Après, l'usage du trépied, pour moi, je le vois d'une autre manière. C'est une manière de me poser, de faire un cadrage peut-être plus précis, surtout quand on travaille sur les lignes d'horizon, sur la mer. Il n'y a rien de pire que d'avoir des éléments de détail qui sont en périphérie de l'image et qui vont disparaître au moment où on va devoir redresser l'image. Donc tous ces points d'attention-là, généralement, on les voit plus facilement au moment de la prise de vue quand on est sur trépied. Merci Jean-Michel pour tous ces conseils. Je vais devoir mettre un terme à cette discussion et on va attaquer la célèbre rubrique, le débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Jean-Michel Lenoir pour cette grande masterclass sur la photographie de paysage en hiver. Jean-Michel, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes les informations
importante à retenir de notre grande discussion. Qu'est-ce que ce serait ? Bon courage. Et bam ! Alors, la première des choses, se donner le temps de l'observation sur le terrain, s'imprégner du sujet. Le deuxième, aussi important, sortir de sa zone de confort. Affronter les éléments, donc. Affronter les éléments. Et de là, en découle le troisième, sur l'anticipation. Se renseigner, le bulletin météo, mais pas que ça. Et donc, du coup, savoir oser aller au-delà d'une intempérie, d'une averse. Quand on va en Écosse, il pleut fréquemment. Mais quand on est dans un système d'averse, il y a aussi autant d'éclaircies que d'averses. Donc, il y a aussi des fenêtres météo. Encore le dernier voyage en octobre, il y avait une averse toutes les 5 minutes avec de la grêle, mais il y avait toutes les 5 minutes, il y avait un nouvel arc-en-ciel avec des lumières incroyables. Donc voilà, il faut aussi y croire, et ça nous fait régulièrement sortir de la zone de confort, et du coup, ça nous donne l'obligation d'être humble devant ça, parce qu'on ne peut pas décider de la lumière. Il faut juste pouvoir être présent au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est déjà beaucoup. Et après, c'est de la volonté. Donc, de là découle encore un autre élément fort, c'est la patience. Et la patience et la ténacité, mais la patience, non pas au sens juste l'attente pour l'attente, c'est la capacité à rester serein pendant cette attente. C'est vivre l'instant et le vivre sereinement. Pendant l'émission, on a parlé de destinations qui pourraient te faire envie, mais on n'a pas forcément... Alors, on les a effleurées autour des discussions. On a parlé de celles où tu te rends régulièrement. Quel serait ton top 3, tes 3 destinations vraiment favorites ? Mon pays de cœur, c'est l'Écosse. Moi, j'aime beaucoup le nord de l'Écosse parce que c'est des paysages qui sont moins vus. Est-ce qu'on peut citer des endroits ? Parfois, c'est comme les pêcheurs qui savent que certaines rivières sont très bien pêchées, donc ils ne vont pas révéler leurs secrets. Est-ce qu'on peut être plus précis ? Le nord des Highlands, tout au nord, tout au bout, c'est juste fabuleux. Donc il y a juste une toute petite route, c'est la route 500 en fait, qui est très connue des motards et parce que c'est une route mythique. Et on a l'impression vraiment d'être au bout du bout. Là-bas, la météo, elle est souveraine. Les éléments sont forts. Dès qu'il y a un petit peu de houle, il y a des rouleaux monstrueux. Et puis l'Écosse, il y a ce côté à la fois très austère, très dramatique, et puis il y a des moments de répit où c'est juste une ode à la poésie, quoi. C'est ça que je trouve intéressant. Et puis après, effectivement, la Norvège reste une destination qui est extrêmement attractive parce qu'il y a beaucoup de diversité, et dans l'univers des fjords, des ambiances des fjords, se mêlent la mer et la montagne. Et en fait, au niveau de la mer, on a l'impression d'être dans des ambiances des Hautes-Alpes à 2500 ou 3000 mètres d'altitude, parce qu'on a des fjords qui passent de 0 à 1200 mètres, qui sont complètement poudrés de neige, et c'est assez spectaculaire. Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels il faut éviter de tomber quand on se lance dans la photographie de paysage ? Alors oui, je dirais un des pièges, c'est la course à l'équipement. Et d'avoir, et ça c'est le fruit de l'expérience d'accompagnement des voyages photos, c'est de trop charger son sac photo, et sur le terrain de toujours être dans le dilemme de savoir quel matériel on va utiliser, quel objectif on va utiliser. Et moi, je me rends compte que moins je prends de matériel, du coup, je me pose moins de questions, et du coup, je cherche l'image d'après ce que je ressens et non pas d'après le matériel que j'ai dans mon sac. L'autre écueil auquel on peut faire face, c'est trop se précipiter sur le terrain et pas prendre justement ce temps nécessaire à s'imprégner, et en tout cas, surtout pour les sujets les plus où le sujet n'est pas évident, c'est la peur du vide, et souvent les gens disent ouais, mais je suis pas inspiré. Réfléchis, essaye de creuser un petit peu, sors de ta zone de confort, sors de ce qui est évident à l'œil, et imprègne-toi plus de l'ambiance que du sujet lui-même. Et là, si on devait partir demain sur une destination, justement, quel serait l'équipement minimal à prendre en restant global ? Moi, je dirais s'il y avait 2 objectifs à prendre, soit l'équivalent d'un zoom 16-35 pour avoir pas mal de possibilités de cadrage pour des grands paysages ou avec des effets de perspective marqués,
Et puis un zoom 70-200. Et si on peut mettre un troisième objectif, on prend un 24-70 ou un 24-120 qui a une focale, qui a un zoom extrêmement polyvalent. Et si on doit en retenir deux, on prend un 24-70 et un 70-200. Et avec ça, on peut faire déjà énormément de choses. Énormément. Jean-Michel, pourquoi l'hiver, c'est vraiment une période propice pour réaliser des photographies de paysages? L'hiver, c'est une période où la lumière reste basse tout au long de la journée, du lever au coucher. Et si on va dans les destinations nordiques, le soleil il dépasse pas les 20 degrés d'inclinaison tout au long de la journée au mois de février. Donc ça permet d'avoir des belles conditions de lumière et des belles conditions photographiques tout au long de notre présence sur le terrain. Et puis, parce que dans ces destinations-là, il neige souvent. Il fait pas très froid, mais il neige souvent. Et du coup, le paysage, il change extrêmement, il devient extrêmement vivant au fil des aléas climatiques. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour toutes ces explications.